Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Voici les titres. Le Premier ministre malien Modibo Keïta en visite au Niger, une visite qui vise le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre le Niger et le Mali. À Agadez, des acteurs de la société civile ont reçu une formation sur la lutte contre la traite des personnes. C'était du 17 au 18 février dernier. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le Premier ministre malien est arrivé hier dans notre pays. Cette visite de travail du Premier ministre Modibo Keïta vise à renforcer le lien d'amitié et de fraternité entre le Niger et le Mali, mais aussi échanger avec les autorités de notre pays sur les préoccupations actuelles du Mali. Le compte-rendu de Asman China et Halidou Bouraima. Le Premier ministre malien est venu au Niger pour marquer la solidarité du peuple du Mali aux Nigériens, mais aussi remercier le gouvernement pour son engagement à soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Occasion pour Modibo Keïta d'évoquer la situation qui prévaut actuellement dans son pays. Monsieur le Premier ministre, j'arrive à la tête du gouvernement du Mali dans une situation pas facile. Et c'est pourquoi nous avons, dans la multitude des tâches qui nous assaillent, fixé 3 grands objectifs. Le tout premier, c'est de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens et instaurer un climat de paix et de stabilité et de concorde sociale. Le deuxième, comme cela incombe à tous les pouvoirs, c'est d'améliorer les conditions de vie et d'existence des citoyens à travers des projets structurants, à travers des actions de développement en rapport avec les attentes. Le troisième, c'est comment instaurer dans notre pays un état de justice pour qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone, pour que tous les Maliens et toutes les Maliennes puissent participer effectivement à la gestion des affaires publiques, mais dans le respect du droit, pour que les citoyens maliens ne soient plus contraints de revendiquer leurs droits, l'État doit leur apporter, mais pour que les citoyens également accomplissent leurs devoirs sans l'intervention de l'État. Intervenant pour sa part, le Premier ministre nigérien Brigitte Raffini a indiqué que le gouvernement reste disposé à aider le Mali pour restaurer la paix. Nous souhaitons échanger sur les voies et moyens devant permettre de vous aider, de nous aider tous à aller vers la paix durable, vers la paix définitive. Je pense que c'est l'objectif que nous devons pouvoir nous donner. Comment arriver à conclure dans les plus brefs délais ces accords de paix que nous appelons de tous nos voeux. En tout cas, le Niger est désireux de voir aboutir ces accords après combien d'étapes qui se sont déroulées. Nous attendons avec impatience la conclusion de ces accords. Le Premier ministre malien a tenu à présenter les condoléances du peuple du Mali à celui du Niger suite au tragique événement survenu à Difa, ni les attaques de Boko Haram et toutes les autres épreuves endurées par le Niger du fait de la situation au Mali. Les partis membres de l'ARDR ont été réunis cet après-midi au siège du MNSD Nassara à l'effet d'examiner la situation sociopolitique consécutive aux derniers événements dans le pays. À l'issue de cette rencontre entre leaders de l'opposition, une déclaration a été rendue publique. Nous vous invitons à suivre un extrait de celle-ci lu par le chef de file de l'opposition El Hadj Seynou Oumarou. Le mardi 17 février 2015, le Niger a enregistré ses premières victimes collatérales de la guerre imposée injustement à notre peuple. La localité d'Abadam, dans la région de Difa, a été victime d'un bombardement aérien dont l'origine reste jusque-là encore inconnue. Ce bombardement
a entraîné la mort de 37 Nigériens et plus d'une vingtaine de blessés. En cette douloureuse circonstance, la RDR présente ses condoléances attristées au peuple nigérien tout entier et à la population d'Abadam en particulier, et exige que toute la lumière soit faite sur l'origine de ce bombardement. Comment comprendre qu'au motif d'apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité, le gouvernement en une matinée dépense près d'1 milliard de francs CFA pour une marche, somme qui aurait mieux servi à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée, à la motivation des hommes et porter assistance aux déplacés qui en ont tant besoin. Surtout que le gouverneur de Zender a publiquement avoué qu'il ne dispose pas de moyens pour prendre en charge les dits déplacés. En réalité, l'objectif visé dans l'organisation de la marche du 17 février 2015 est tout autre. Cet objectif ne vise qu'à détourner l'attention de l'opinion nationale des conséquences désastreuses sur le Niger, des propos tenus par Issouf Mahamadou, se rebaptisant à nouveau Charlie. Les dernières interpellations menées contre les responsables politiques de l'opposition, en l'occurrence El Hadj Seyni Oumarou, président du MNSD Nassara, chef de file de l'opposition, Monsieur Ousseini Salatou, président du parti RDN Labizé, porte-parole de la RDR, l'honorable député maire Amadou Jibo Ali Dimax, président du parti Uni Indépendant, Monsieur Kazalma El Hadj Taya, président du parti PCP Chawara, et Madame Souna Adizatou Diallo, présidente du PNRD Al-Fijr, constitue une déclaration de guerre interne contre une partie des Nigériens. Nous, partis politiques membres de l'ARDR, réaffirmons solennellement que la Cour constitutionnelle actuelle du Niger n'est ni indépendante ni impartiale, en violation flagrante de l'article 124 de la Constitution. D'ailleurs, la Cour de justice de la CEDEAO est saisie à ce sujet, conformément à l'article 117 de la Constitution, relativement au constat fait sur ces arrêts. Vous suivrez l'intégralité de la déclaration de l'RDR en fin du journal. Depuis quelques jours, les soldats du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Nigeria ont engagé une lutte sans merci contre Boko Haram. Des centaines de combattants de ce groupe terroriste ont été tués et plusieurs localités du Nigeria qui étaient sous contrôle de Boko Haram ont été reprises par les soldats tchadiens et nigériens. Le commentaire de Hassan Saleh Mustafa. De 2009, l'année des premières insurrections du groupe Boko Haram à aujourd'hui, au moins 13 000 personnes ont été tuées et quelques 1,5 million de déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria, notamment au Niger, au Cameroun et au Tchad. De ce groupe islamiste nigérien qui sème la terreur au Nigeria, Niger, Cameroun et Tchad, Boko Haram, peu de choses sont sûres. Sa capacité de mener des attaques simultanées sur plusieurs fronts au prix de pertes considérables. S'agissant des effectifs, de l'organisation interne, du financement, c'est l'opacité totale qui prévaut, constatent des experts et militaires. Les récentes attaques terroristes ont encore démontré que les islamistes pouvaient frapper simultanément avec des méthodes variées à des endroits très éloignés, attentats suicides au Nigeria, au Tchad avec des pirogues, assauts terrestres au Niger, au Cameroun et au Nigeria. Les combattants de Boko Haram sont généralement bien armés, comme en témoigne l'attaque de la ville camerounaise de Ouaza où à la fin des combats, les soldats camerounais ont récupéré un transport de troupes blindées. Ainsi, l'arsenal de Boko Haram provient essentiellement de l'armée nigériane, à savoir lance-roquettes, blindés, canons, mortiers, munitions, armes, engins explosifs variés. Beaucoup de leurs outils de combat appartiennent aux militaires nigériens qui les ont abandonnés en désertant leur position, confié un officier supérieur de l'armée camerounaise à l'agence France Presse. Depuis la recrudescence des attaques et le contrôle des localités du nord-est frontalier avec le Niger, le Tchad et le Cameroun, ces pays ont considérablement renforcé le contrôle à leurs frontières.
de contrôle pour empêcher les infiltrations, mais aussi le trafic d'armes. Une situation qui a interpellé en tout cas les autorités nigériennes qui ont renforcé davantage le dispositif sécuritaire dans la région de Difa qui partage une frontière commune avec Maiduguri, fief de la secte islamite Boko Haram, dont son chef Aboubakar Sheko apparaît régulièrement dans des vidéos incendiaires. L'ampleur des attaques de Boko Haram a poussé les autorités nigérianes de reporter l'élection présidentielle qui devait se tenir le 14 février dernier au 28 mars prochain. Et depuis cette annonce, les autorités du géant du continent ont donné 6 semaines pour finir avec Boko Haram. Et depuis lors, l'armée nigériane a multiplié des offensives contre des positions des terroristes en reprenant certaines localités contrôlées par Shekau et sa bande, estimée entre 4 000 à 6 000 combattants. Boko Haram a mené ses premières attaques au Niger dans la région de Difa en début février. Occasion pour le président de la République Issoufou Mahamadou de déclarer lors de la manifestation de soutien aux forces de défense et de sécurité du Niger en guerre contre les terroristes, je cite, « Inch'Allah, le Niger sera le tombeau de Boko Haram ». Autre aspect de ce journal, le barreau du Niger a effectué cet après-midi sa rentrée solennelle au titre de l'année 2014 à 2015. Une cérémonie placée sous le haut patronage du Premier ministre qui a réuni au palais de congrès et les bâtonniers de l'UEMOA et ceux de certains pays de l'Afrique centrale et d'Europe. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger, maître Sunna Soumana Daouda. Lorsque mes confrères m'avaient fait l'honneur de me confier les charges de bâtonnier, j'ai redouté une chose. Une seule. Celle de devoir, à l'occasion de la présente cérémonie de la rentrée, prendre la parole sur les mêmes sujets que mes prédécesseurs. En effet, bientôt depuis une décennie, le discours du barreau à l'occasion de la rentrée a toujours porté sur les mêmes préoccupations. Nous avons été écoutés, mais nous n'avons pas été entendus. Des promesses ont été faites, mais elles tardent à être tenues. Devrais-je encore ici les rappeler? C'est une exigence que la loi met à la charge des autorités. Est-il concevable que notre barreau soit réduit à demander l'adoption d'un code de procédure civile qui tarde à être adopté 54 ans après notre indépendance? Devrais-je appeler la CARTA, la Caisse de règlement pécuniaire? Depuis 2004, nous attendons un décret d'application. Et à plusieurs reprises, le barreau a transmis des projets de décret en ce sens. Et le projet de décret s'est toujours égaré au niveau du ministère de la Justice. Dernièrement, j'en ai encore transmis un, il y a seulement 2 mois. On m'a dit, il y a quelques jours, qu'il est perdu. Inlassablement, nous sommes et restons suspendus à la réaction des services techniques du ministère de la Justice. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'en viens à la question de l'ANAJ, l'Agence nigérienne pour l'assistance juridique et judiciaire. L'article 18 du règlement de l'UEMOA est très clair sur la question. La gestion de l'aide juridictionnelle et juridique ne peut être confiée à l'ANAJ, sous le prétexte d'adapter une règle universelle à nos réalités. Hier encore, le bâtonnier Koulibaly disait, mais pourquoi pas un caddie alors pour rendre la justice, pour adapter à nos réalités? Pour être en conformité avec leur serment, les avocats de notre ordre sont, sans compromis possible, résolus à préserver leur indépendance, valeur normative de notre profession inscrite en règle d'or. Le débat est clos en ces termes. Le monopole de la défense appartient aux avocats. Toute manipulation, y compris celle rampant de transgresser l'exercice de la profession par d'autres personnes, autres que les seules personnes auxquelles la formation et le concours donnent droit, serait une flagrante violation de la loi, une violation de l'indépendance de la profession d'avocat. Depuis 1996, toutes les élections tenues dans notre pays se sont faites avec la participation du barreau, qui a soit occupé la présidente, soit la vice-présidente de la commission électorale indépendante nationale. Il a ainsi honorablement contribué à la tenue d'élections propres, crédibles et sans contestation majeure. Et cela, ce n'est pas rien.
Cette année, la commission électorale indépendante va être installée. Et du fait de l'ordonnance de 2010, du 28 décembre 2010, portant code électoral, ce serait sans la participation du barreau. C'est le lieu de répéter la mise à l'écart de notre barreau, monsieur le Premier ministre. Du 17 au 18 février dernier, les acteurs de la région d'Agadez œuvrant dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes ont bénéficié d'une formation sur la lutte contre la traite des personnes. Une formation organisée par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes en collaboration avec PAGED 2 et l'OIM. Le compte-rendu de Nasser Dantoufou. Dans sa mission de réduire les risques récurrents de la traite des personnes, l'Association nationale de traite des personnes a organisé une session de formation au profit des points focaux et acteurs de la société civile de la région d'Agadez. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des organisations de la société civile, des juges des mineurs et des travailleurs sociaux des juridictions. Nous avons donc choisi la région d'Agadez pour réunir les acteurs de l'ensemble de la région et discuter des questions de traite, des mécanismes de prise en charge, du profilage, des référencements et du lien qui unit, le lien de coordination qui devrait exister entre les juridictions des mineurs, les travailleurs sociaux et les ONG et associations qui sont dans le domaine de la traite des personnes et sur le terrain. Cet atelier de formation a bénéficié du soutien technique de l'Organisation internationale pour les migrants. Comme formatrice, pendant ces 2 jours, j'ai vu avec les participants les concepts de base sur la traite. C'est quoi la traite? C'est quoi la différence entre le trafic et la traite des personnes? Mais aussi, on a vu le cadre légal nigérien. Donc, qu'est-ce que prévoit la loi par rapport à ça? Et ensuite, nous avons vu aussi comment combattre la traite. Quelle est la stratégie anti-traite? Qu'on dit toujours que c'est les 4 P. La prévention, la protection, les poursuites judiciaires et le partenariat qui est toujours transversal. La fin de cet atelier de 2 jours a été sanctionnée par la remise des certificats de participation aux participants. En cette fin de la période de froid, on constate une disponibilité de légumes sur nos marchés. Notre reporter Nafis Zakou a fait le tour de quelques marchés. Voici ce qu'elle nous rapporte. Ils sont tous disponibles sur le marché en cette période. Ce sont les choux, tomates, carottes, aubergines, bref, tous les légumes nécessaires pour une bonne cuisine. Les clients se réjouissent de cette disponibilité des légumes et jugent abordable leur prix. On remercie Dieu. Les légumes sont abordables. On a acheté du poivron, de la tomate fraîche, de l'aubergine et de l'oignon. Ils sont tous abordables. Qu'est-ce qui explique cette disponibilité des légumes? La tomate est moins chère maintenant, car il y a la tomate importée et celle cultivée localement en même temps. Donc les gens sont obligés de vendre leurs tomates, sinon ça va se gâter. Seulement, à cause de cette abondance, le prix de la tomate a baissé. Dans le temps, on vendait la tasse à 3 000 francs, mais aujourd'hui, on peut la vendre jusqu'à 1 000 francs. Maintenant, c'est la saison des légumes. Ils sont abondants sur le marché. Aujourd'hui, avec 500 francs, tu peux avoir beaucoup de légumes. Avec cette disponibilité des légumes sur les marchés de Niamey, la ménagère arrive à remplir son panier sans difficulté. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.